Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Salon de l'agriculteur 2014 de Saint-Hyacinthe. Nous sommes présentement en compagnie de M. Brian Bryson, qui est directeur de compte pour la compagnie DeKalb. DeKalb, un nom qu'on entend beaucoup sur plusieurs lèvres, très très populaire. Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que DeKalb au Québec? Bonjour. DeKalb au Québec, DeKalb, premièrement, c'est une marque de semences qui appartient à Monsanto, Canada. Et puis, DeKalb au Québec est composé de plusieurs... d'une équipe qui contient 8 personnes au Québec et dans l'Est de l'Ontario, dont 2 qui s'occupent du recherche et développement. On a 2 sites permanents, un ici à Saint-Hugues, pas loin du salon de Saint-Hyacinthe, et un à Coteau-du-Lac, ainsi que plusieurs sites chez des collaborateurs partout au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Ces gens-là, ces équipes-là évaluent des nouvelles génétiques, des nouvelles caractères technologiques de Monsanto et ils font aussi de la recherche au niveau de la phytoprotection, au niveau de produits, une nouvelle formulation de Roundup. Parce que vous avez des directeurs de compte, oui. Vous avez aussi des agronomes spécialisés qui travaillent pour vous. Oui. Ensuite, c'est ça, on a 3 agronomes dans l'Est de l'Ontario et un dans l'Est de l'Ontario et 2 au Québec, qui prennent, dans le fond, les meilleurs de ces génétiques-là qui sont évaluées au niveau de l'équipe de recherche et développement. On a une position privilégiée au niveau de DeKalb, où est-ce qu'on a l'opportunité de piger en premier dans le tas de toutes les nouveautés. Parce qu'il faut le dire que Monsanto, c'est la plus grosse compagnie de génétique au monde. Oui. Là, vous avez comme le premier choix au repêchage là, sur les traits de caractère qui sortent et sur les génétiques aussi. Exact. Alors, l'équipe d'agronomes prend ces nouveautés-là, les amène au champ et puis on multiplie les efforts de parcelles pour approfondir nos connaissances, approfondir familiariser avec ces hybrides-là dans le but de les lancer au niveau commercial. Et c'est un processus qui doit être quand même assez rapide parce qu'aujourd'hui, avec la vitesse d'avancement de la technologie, la durée de vie d'un hybride, par exemple, est plus de 15 années. Là. Non, c'est quand même assez rapide. La durée de vie d'un hybride peut peut-être être maintenant à peu près 4 ans, 4-5 ans, 5 ans dans les plus longs. La machine de recherche et l'effort qui est mis derrière la recherche, on est toujours en train de trouver des nouveautés. Fait qu'on trouve toujours un nouveau meilleur hybride. Alors, on remplace les anciens avec des nouveautés. Et pour compléter au niveau de l'équipe, il y a 3 directeurs de compte, dont je fais partie de cette partie de l'équipe-là, qui travaillent avec les détaillants DeKalb pour s'occuper du côté plus commercial, de l'approvisionnement, la logistique, au niveau des détails. Et puis l'autre membre, le 9e membre, si je peux l'appeler ça, de l'équipe DeKalb Est-Ontario et Québec, c'est les détaillants DeKalb, dont Synagri, qui est un de nos partenaires très importants au Canada lorsqu'on pense à la marque DeKalb. On parle de marque DeKalb, on a parlé tout à l'heure de traits de caractère. Il y a une importance aussi lorsqu'on parle de traits de caractère, de biotechnologie, parce qu'on a discuté aussi déjà la génétique de base. Il faut aider à voir clair, parce que souvent on dit « Hey, moi j'ai quelque chose qui est, exemple, Roundup Ready, quelqu'un d'un autre Roundup Ready ». Il y a des différences entre les génétiques. Oui, ben c'est un bon point, une bonne question, parce que souvent, quand on pense à Monsanto, on pense au caractère technologique. Cependant, ce que le caractère technologique fait, c'est qu'il protège le potentiel de rendement d'un hybride ou d'un hybride de maïs ou une variété de soya. Alors, il y a beaucoup d'efforts chez Monsanto, chez DeKalb, pour développer de la génétique de base qui est solide, qui donne un haut potentiel de rendement, puis après ça, on le combine avec des caractères technologiques pour protéger ce potentiel de rendement-là. Fait que c'est... Est-ce que le potentiel de rendement est égal dans toutes les génétiques? Ou, non, définitivement. On parle de... Pour prendre le trait de caractère le plus connu, Roundup Ready, chaque hybride va devenir tolérant à l'application d'un Roundup. Exact. Par contre, ça protège le potentiel. Et c'est souvent un aspect, je pense, qui est oublié ou négligé d'aucuns.
Oui, définitivement. Fait que c'est lorsque on regarde une poche de maïs de calme qui soit VTW Pro ou Smart Stacks, et puis on regarde une poche de maïs qui a cette même caractère technologique-là, mais qui vient d'une autre compagnie. La différence, c'est au niveau de la génétique de base. Puis c'est ça qui détermine souvent, c'est le potentiel de rendement, son teneur dans le champ, les tiges, les systèmes racinaires, tout ça, a beaucoup plus rapport avec la génétique de base. Et puis après ça, on combine des technologies de BT, tolérance aux herbicides, tout ça, pour pouvoir protéger ce potentiel-là. Donc c'est l'équipement. Deux joueurs de hockey peuvent avoir les mêmes patins, mais n'ont pas nécessairement le même potentiel. Exact. Avez-vous Sidney Crosby dans votre équipe? On en a plusieurs, oui. oui. Fait qu'au niveau du maïs, on a développé au fil des années plusieurs techniques pour identifier les individus qui ont le plus haut potentiel génétique. On fait maintenant en 1 heure au niveau d'évaluation, là si on évalue chaque grain de maïs, on fait en 1 heure ce que ça nous prenait 2 semaines à faire il y a 10 ans. Fait que les techniques, les outils, il y a beaucoup de robots, beaucoup de mécanisation. Pour ces raisons-là aussi que la durée de vie d'un hybride est écourtée. Oui. La recherche avance beaucoup plus rapidement que dans le passé. Oui. Dans une semaine de travail, on est capable de regarder beaucoup plus d'individus qu'on pouvait faire il y a 10 ans. Fait que les chances de trouver les caractères recherchés sont beaucoup plus hautes maintenant qu'il y a 10 ans. Localement, parce qu'on sait qu'un individu de maïs, une variété de maïs, est bonne dans un certain environnement qui n'est pas nécessairement le même ailleurs. Avez-vous de la recherche plus locale, du développement adapté à certaines régions? Oui. Comme je mentionnais, on a 2 sites permanents au niveau recherche et développement, puis on a plusieurs collaborateurs au niveau de l'équipe de recherche et développement. Au niveau de l'équipe des agronomes, on a plusieurs sites chez les producteurs. Fait que lorsqu'on lance un hybride commercialement, on lui donne un nom de calme, un DKC 4617 par exemple. Souvent, ça fait 3 ans, 2, 3, peut-être même 4 ans qu'on le voit au niveau local puis qu'on génère des données locaux avant qu'ils soient offerts commercialement. Fait que le positionnement et puis l'hybride, on le connaît beaucoup plus. Vous avez plusieurs sites? Oui. Vous avez parlé d'une équipe de 9 personnes. Oui. Vous avez de l'aide un peu, j'imagine, dans ça, là, des partenaires? Oui. C'est au niveau de recherche et développement, il y a des étudiants qui aident. Au niveau de ce qui se fait avec les agronomes de Calme, les détaillants sont très impliqués là-dedans. Fait que on essaie de générer des données pour connaître nos hybrides et d'impliquer les détaillants pour que lorsque le détaillant arrive à la ferme, chez le producteur, il soit à l'aise avec le produit qu'il positionne pour pouvoir mettre à l'aise le producteur aussi, parce que c'est une question de confiance, l'achat de semences. Alors, on essaie de mettre toute la preuve à l'appui pour que les producteurs puissent nous faire confiance à nos détaillants. Pour que tout le monde puisse réussir. Donc, une grosse entreprise sérieuse comme des Calmes, et j'imagine que, les variétés évoluent, ces choses-là évoluent aussi. Qu'est-ce qui vient de nouveau? Y a-t-il des nouveautés qui s'en viennent, je dirais, autres que la performance au niveau du rendement, qui est toujours le point de mire pour tout le monde? Y a-t-il d'autres choses dans le pipeline différents, nouveaux, qui s'en viennent? Oui. On attend des approbations pour certains caractères technologiques, entre autres tolérance au dicamba. Fait qu'on va avoir du soya dans un avenir quand même assez rapproché qui va être tolérant au dicamba. Ça va adresser, on entend parler de résistance au groupe 9, résistance au glyphosate. Alors en incorporant un autre mode d'action tel que le dicamba,
on peut aller chercher ces mauvaises herbes-là qui sont résistantes. Et pour les non-initiés, le glyphosate, on parle d'herbicide Roundup. Roundup, oui. Okay. Oui. Alors, en incorporant dicamba dans le mélange, on peut aller chercher ces mauvaises herbes-là qui sont résistantes. Et dans d'autres géographies où est-ce qu'on n'a pas de résistance encore, on peut peut-être changer les pratiques de régie, arroser un petit peu plus tôt les mauvaises herbes, et puis en ayant du dicamba, un effet résiduel qui va permettre d'avoir une fenêtre d'application encore plus élargie, une période sans mauvaises herbes plus élargie. Alors un gain de rendement de ce côté-là, puis ça va avoir le bénéfice de repousser l'arrivée potentielle de la résistance. Et pour la population en général, la crainte d'une super mauvaise herbe hyper résistante, c'est une pratique responsable pour limiter ça le plus possible, travailler sur plusieurs sites d'action. Effectivement. De même individu. Effectivement. D'autres technologies qu'on a essayées ici au Québec même, c'est tolérance à la sécheresse. Fait que ça, c'est à la fois un caractère technologique, une biotechnologie, et il y a certains hybrides, certaines génétiques de base qui ont des tolérances naturelles à la sécheresse. Fait qu'en combinant ces deux aspects-là, on peut arriver avec des hybrides qui performent bien dans des périodes où est-ce qu'il pourrait manquer d'eau, des périodes... en cas de sécheresse? En cas de sécheresse, oui. Nous qui sommes au Québec, la sécheresse, oui, parfois, mais on est beaucoup plus près des ours polaires que des serpents à sonnette, donc on parle souvent de hâtivité, et la période de croissance est souvent très limitative. On a d'énormes surfaces de culture au Canada, au Québec aussi. Avez-vous de quoi un peu spécifique à nos besoins frisquets? Oui. On a lancé dans les dernières années un gros projet pour du maïs ultra hâtif. C'est-à-dire du maïs dans les 2000 unités thermiques, 2000-2100. Il y a beaucoup d'intérêt dans l'Ouest canadien pour du maïs hâtif. Alors ici au Québec, on va bénéficier de ça, de cette recherche-là. Quelle région du Québec on pourrait développer, entre autres, avec l'avenue de hyper hâtif comme ça? Si on pense à l'Abitibi, au Gaspé, une région qui était chère au lac Saint-Jean, on pourrait avoir des hybrides qui sont adaptés pour ces régions-là et qui sont un petit peu moins risqués que les hybrides commercialement disponibles à l'heure actuelle. Avec un potentiel de rendement, évidemment, là, acceptable pour intéressant, oui. Très intéressant. Il faut toujours que chez nous, lorsqu'on parle de caractère technologique ou on parle de génétique, il faut toujours que nos produits soient rentables pour les utilisateurs. Sinon, les utilisateurs, il n'y en aura pas. Fait que c'est un des critères qu'on a lorsqu'on regarde soit les technologies ou des génétiques. Vous êtes condamné au succès d'une manière ou d'une autre. On est Monsanto et par le biais de Calme, on est une compagnie 100% agricole. Fait que si les producteurs agricoles n'ont pas de succès avec nos produits et donc les achètent pas, on n'a pas d'autre portfolio pour nous sauver. Fait que il faut réussir, on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter ou parce que ça semble beaucoup de nouvelles avenues qui vont être très intéressantes pour la population agricole en général? Oui. Je pense qu'avec ça, on fait le tour des sujets qu'on voulait discuter aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Merci beaucoup, Brian. Merci, Eric. Un plaisir. À bientôt.